Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir les principales caractéristiques de l'Everest, à la fois par son versant sud, donc népalais, et par son versant nord tibétain, c'est-à-dire à la fois l'arête sud-est par le sud et ce qu'on appelle donc l'arête nord-est par le nord. Donc revoir ses caractéristiques. On va parler de ses difficultés, on va traiter à travers les différents thèmes des avantages et des inconvénients des deux parcours. Donc on va parler, nous, des voies normales, ce qu'on appelle donc les voies normales aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois l'Everest, donc comme je disais, par l'arête sud-est versant népalais, et puis l'Everest par l'arête nord-est versant tibétain. Donc vous voyez qu'en fait, là, sur cette image que j'ai empruntée à nos amis de Montagne Magazine, eh bien, il y a évidemment plein d'autres voies qui ont été faites, mais qui sont souvent bien plus engagées et qui ont, je dirais, compté assez peu finalement d'alpinistes dans l'histoire, puisque vous allez voir que les alpinistes par la voie normale, que ce soit nord et sud, eh bien, on en a près de 15 000. Donc, il y a la voie américaine, l'arête nord-ouest, la voie coréenne, japonaise, la voie australienne, l'arête nord-est qui a emprunté avec une variante d'ailleurs de notre ami Messner. On voit ici d'ailleurs où a été retrouvé le corps de George Mallory. En fait, donc l'arête sud-est, ben, on la voit bien, le camp de base est au-dessous, là, vous avez l'Icefall, et puis on monte comme ça la combe ouest, on arrive au col sud, et donc ça, c'est l'arête sud-est. Et de l'autre côté, en fait, on arrive du glacier de Rambouk, là, et donc on arrive sur le col nord ici, et donc on monte, et on va en reparler de tout ça, et là, vous prenez l'arête nord-est, donc côté tibétain. Donc, ce que je vous propose d'ailleurs, bah, c'est de passer une petite vidéo qui va vous illustrer justement ces deux arêtes. Donc maintenant, bah, écoutez, je vais vous présenter le versant sud, donc népalais. Voilà, donc en fait, là, on arrive au camp de base, donc à 5004. Et donc, comme la plupart d'entre vous le savent, eh ben, on s'engage sur le glacier du Khumbu et notamment sur l'Icefall. Voilà, l'Icefall qui est l'un des nœuds un peu, on va dire, psychologiques de ce versant sud. Donc, le camp 1 est à 6000 mètres, le camp 2 à 6004. Là, on s'engage donc dans la combe ouest. Avant d'avoir le premier bon raidillon jusqu'au camp 3, qui est situé sur une pente à 45 degrés à peu près, et le camp 3 qui se trouve à peu près à 7200 mètres. Et puis on arrive au camp 4, le camp 4 qui est donc le col sud, et qui est ce col qui est entre le Lhotse et puis l'arête sud-est et le sommet de l'Everest. Voilà, donc on entame sur la pyramide ici, le sommet sud, Hillary Step, et puis l'arête terminale. Voilà. Et par son versant nord tibétain, le transfert depuis la Saspe en véhicule jusqu'au camp de base de l'Everest côté nord, donc côté tibétain. Et puis il y a une longue montée, après quelques jours d'acclimatation, vers le camp de base avancé, qui va être le camp en fait de départ de l'expédition et de départ de toutes les rotations. Donc la première étape, en fait, c'est donc l'étape vers le col nord, ce qu'on appelle le col nord, et qui se trouve à 7000 mètres. Donc c'est une montée qui est quand même assez raide, hein, et on voit d'ailleurs qu'il y a pas mal de crevasses, donc on va retrouver quelques raidillons et puis des passages de crevasses sur l'échelle. Donc là, le camp 2 à 7700 mètres.
le camp 3 à 8003. Donc en fait, l'une des particularités, on va y revenir, c'est la longueur de cette arête à plus de 8000 mètres, qui en fait vraiment sa difficulté, avec donc trois ressauts, qu'on appelle first step, second step et third step, avant le sommet. Donc le premier ressaut qui est en fait un gros rocher, enfin quelques gros rochers. Le deuxième ressaut ici, qui est en fait le nœud technique, hein, de cette arête, puisque là, on a près de 30 mètres à gravir. Et si ce n'était pas équipé, très peu de gens pourraient le passer. Ça a été équipé par les Chinois en 75. Le troisième ressaut. Et donc l'arête finale, qui est quand même assez engagée, avec quelques pentes à quand même 40, 45, 60. La plateforme de l'Everest, d'ailleurs, qui peut conduire jusqu'à 20, enfin, du sommet, qui peut conduire jusqu'à 20 à 30 personnes. Donc, un peu d'histoire. La première tentative est assez tardive, puisque le Népal était fermé vers 1951. Et donc, la première réussite, comme vous le savez, c'est le 29 mai 53 par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Voilà, mais l'Everest Nord a commencé bien plus tôt. Les premières tentatives sont au début des années 1920. Et c'est surtout la plus connue en 1924, celle de George Mallory et donc d'Irvine, dont on saura peut-être un jour, si on redécouvre leur appareil photo, s'ils ont atteint ou pas le sommet, parce qu'on ne sait pas s'ils ont disparu en montant ou en redescendant. Et en fait, la première réussite véritable du sommet nord, donc tibétain, c'est peut-être en mai 1960 par des Chinois qui ont laissé leur nom, mais dont on a trouvé que les témoignages étaient un peu douteux. Et donc, on pense que la vraie réussite authentifiée donc, de l'Everest par le versant nord, c'est en 1975, avec une très grosse équipe de 300 alpinistes chinois qui ont tenté et dont 9 sont arrivés au sommet. Alors, l'approche déjà, donc entre versant nord et versant sud. Donc, l'Everest sud, comme on le disait, donc c'est un atterrissage à Lukla à 2900 mètres. Et puis après, on a un track d'acclimatation qui est relativement standard, ou alors on l'itinéraire par des hauts cols, ou alors on peut aussi aller s'acclimater sur des sommets, notamment Merapic, Abada Blanc, le Butcher, enfin bon, il y en a un certain nombre. Donc c'est une acclimatation qui est plutôt dynamique et qui permet d'arriver au camp de base donc avec des globules rouges qui se fait qu'on s'est déjà mis pas mal en stress hypoxique. À la différence du versant nord, finalement, le Tibet, où on atterrit à Lhasa, déjà assez haut, à 3600 mètres, il y a un transfert par la route qui prend à peu près 4 jours et qui permet donc d'arriver au camp de base après être passé à Shigatse, où on passe une journée d'acclimatation. Tingrim, on est déjà à 4004. Et donc, vous voyez, quand on arrive effectivement au camp de base, donc à 5002, eh bien, bon, il faut un tout petit peu de temps au camp de base pour s'en remettre. Donc, c'est une acclimatation qui est un peu plus statique et qui va se faire finalement sur l'Everest. Donc ensuite, en termes de camp, ben, l'Everest versant sud, ben, il y a le camp de base, donc 5400 mètres, comme on disait. Ensuite, il y a l'icefall, c'est-à-dire la cascade de glace, donc entre le camp de base 5004 et 6000 mètres. Cette cascade de glace qui, effectivement, est un des sujets quand même, et c'est la raison pour laquelle pas mal de prétendants préfèrent aller s'acclimater sur un sommet pour éviter une rotation de plus en passant la cascade de glace. Parce que ce qu'il faut à peu près avoir en tête, c'est qu'il faut à peu près trois rotations, hein. Donc, il y a une première rotation, 6000 camp 1, voire camp 2, une deuxième rotation au camp 3, à 7002, et puis après, c'est le summit push, donc camp 4, sommet. Donc, ça fait trois rotations, ça veut dire qu'on passe trois fois la cascade de glace, qui est quand même, pour n'importe qui, même pour les plus aguerris, un moment un peu stressant et fatigant et long, à travers des dédales de crevasses, d'échelles verticales, horizontales sur des crevasses béantes. Enfin bon, donc c'est relativement usant psychologiquement. Et donc, l'idée d'aller faire un sommet pour s'économiser une première rotation, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est entre le camp de base et le camp 1, pas de difficulté entre le camp 1 et le camp 2.
Le camp 3, première difficulté, comme je disais, donc c'est relativement raide, 40, 50 degrés. Le camp est vraiment assez incliné, d'ailleurs. Et puis, on arrive au camp 4, donc 8000 mètres, et après, donc démarre l'ascension jusqu'à 8849 mètres. Donc, vraiment, l'un des points de rendez-vous, évidemment, c'est le Hillary Step, où il y a souvent des embouteillages parce qu'il y a très peu de place pour passer, évidemment, et que parfois, il n'y a même pas de corde à la descente. Donc, il faut attendre à la fois que celui qui est devant monte et puis que celui qui est en haut descende. Voilà. Donc ça, c'est l'Everest sud. Côté nord, donc le camp de base, comme je disais, est à 5200 mètres. Donc ça, on y arrive en voiture, d'où les sujets d'acclimatation. Le camp de base avancé, 6004, avec en général un camp intermédiaire à 5800 mètres. Et à 6004, bon, donc on aura passé 3-4 jours au camp de base, on passe 3-4 jours au camp de base avancé, et puis après, on démarre les rotations. Pareil, en général, 3. D'abord vers le col nord, donc qu'on a vu euh, juste avant. Ensuite, donc, ça monte relativement sec au camp 2 à 7007, sachant qu'entre camp 1 et camp 2, souvent, il y a pas mal de vent. Ensuite, 7007, 8003, donc ça va quand même assez vite au camp 3 qu'on a vu tout à l'heure avant d'entamer donc cette longue arête vers le sommet et les fameux 3 ressauts. Donc les repères d'Everest Sud, il y a le Balcony qui est en fait justement au sommet de la pyramide à 8450 mètres. C'est souvent là qu'on jauge qu'un candidat est à même d'aller jusqu'au sommet ou pas en fonction de ce qu'il a consommé en termes d'oxygène. C'est aussi là en général qu'on change les bouteilles, une espèce de terrasse. Ensuite, le sommet sud à 8750, le Hillary Step dont on parlait, ce fameux ressaut, ce qu'il en reste, puisqu'après le, le, le tremblement de terre donc de 2015, il s'est un peu éboulé. Et donc, bon, enfin, il n'empêche que ça reste quand même un ressaut. Voilà, au total, il faut compter 7 à 10 heures depuis le camp 4, c'est-à-dire en gros 10-12 heures en aller-retour depuis le camp 4. Côté Everest Nord, à partir du camp 3, donc à 8003, il y a ce premier point qui s'appelle le Mushroom Rock. Et puis surtout le First Step à 8550. On a à peu près 2 heures d'ascension entre les deux. Entre le First Step et le Second Step, qui est le moment le plus compliqué, comme je disais techniquement, le nœud technique de l'expédition, 2 heures aussi. 2 heures jusqu'au troisième ressaut. Voilà, et au total, il faut compter 10 à 12 heures depuis le camp 3, qui est quand même à 8003. Donc ça fait 15-16 heures aller-retour camp 3. Donc vu d'ici, c'est pas évidemment ultra simple de se décider. Donc on va continuer à avancer sur notre présentation pour essayer de voir les lignes de force de chacune de ces options. Et notamment, donc, comme je le disais tout à l'heure, bon, l'un des enjeux de l'Everest Sud, c'est comme je disais, l'icefall. Donc, une des options, c'est d'aller s'acclimater sur un sommet pour n'avoir à la passer que 2 fois. Il faut savoir, par exemple, que cette année, l'icefall a été particulièrement compliqué à installer. Certains disent à cause du réchauffement climatique. Donc, il a fallu vraiment circuler à travers les crevasses pour essayer de trouver un chemin. Ça a été très compliqué pour ce qu'on appelle les Icefall Doctors, c'est-à-dire les Sherpas qui équipent en général début mai euh, l'Icefall. Et donc, alors, il faut savoir que les premières rotations, évidemment, ça c'est vrai sur n'importe quel 8000, sont beaucoup plus longues pour un même, comment dire, pour une même distance que les deuxièmes et les troisièmes. C'est-à-dire que typiquement, l'Icefall, quand on le fait pour la première fois, on peut mettre jusqu'à 10-12 heures pour monter jusqu'au camp 1. Voilà, normalement, dans la deuxième, troisième rotation, on est plutôt à 6-7 heures. Mais là, cette année, je crois que même en deuxième, troisième rotation, ça restait quand même très, très long. Donc le final jusqu'au camp 4 avec pas mal de passages raides, ça c'est jusqu'au sommet même. Il y a une fréquentation effectivement importante puisqu'on va jusqu'à 600 permis côté népalais.
Et puis, c'est un versant qui est un peu plus exposé à la mousson. Côté nord, il y a surtout cette longue arête au-dessus de 8000, le fameux second step à 8600 mètres dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on a une acclimatation qui est évidemment enfin, moins efficace, quoi, hein, puisqu'on est tout de suite projeté après le camp de base avancé, qui est déjà donc à 6004, on est déjà projeté dans la haute altitude. Voilà. Et puis, c'est un versant qui est un peu plus exposé au vent. Mais en termes de permis, ben, on parlait de 600 côté népalais, on est à 150 côté tibétain, quand c'est ouvert. Côté sécurité, il faut savoir que versant sud, ben, évidemment, il y a les hélicos, c'est même une grande spécialité des Népalais, les hélicoptères, ils en volent beaucoup partout, vers le camp de base notamment, pour des raisons logistiques, mais c'est bien pratique en cas d'urgence, avec deux bonnes cliniques, au moins deux excellentes cliniques à Katmandou en cas de problème, et les hélicos peuvent prendre des alpinistes, on va dire jusqu'au camp 3, pas dans toutes les conditions, mais ça peut se faire. Voilà. Alors que côté nord, bah, il n'y a pas d'hélico. Donc, ça veut dire que s'il y a une urgence, bah, c'est d'abord un transfert par la route jusqu'à la frontière du Népal. Et là, un hélico vient chercher l'alpiniste en difficulté. Donc, c'est quand même plus long. En termes d'oxygène, qui représente quand même un élément de sécurité, dans notre package, à nous, il y a 5 bouteilles côté sud et 6 bouteilles côté nord. Voilà, côté pratique, donc c'est 60 jours les deux, c'est à peu près le même prix. Le prix du permis d'ascension népalais devrait augmenter normalement en 2025, mais enfin, il y a souvent des choses comme ça qui sont annoncées finalement qui ne sont pas mises en œuvre, notamment en termes d'environnement. Il était prévu cette année que les 8 kilos de déchets devaient être amenés par chaque participant, par chaque alpiniste, ça n'a pas été fait, que les excréments humains devaient être ramenés, comme c'est le cas sur le Denali dans un sac plastique au camp de base. Je ne crois pas que ça a été non plus mis en œuvre. Donc, voilà. Donc, donc on a un nombre de permis, comme on le disait, qui n'est pas limité, mais enfin qui s'est limité par la force là, à 600 ces deux dernières saisons. Et puis les formalités sont relativement simples. Côté nord, donc on est déjà à 15 000 dollars le permis, et donc la Chine, enfin le Tibet, limite à 150 permis. Euh, donc l'ascension de l'Everest. Voilà, les formalités sont plus complexes et on le voit que ce soit pour l'Everest, d'ailleurs le Choyu ou le Shishapangma, il faut vraiment s'y prendre 5-6 mois à l'avance pour commencer à déposer toutes les autorisations. Euh, les formalités sont complexes, mais évidemment, bon, pour ce qui nous concerne, on les prend en charge, donc ça, c'est pas le sujet. Mais en revanche, il faut évidemment qu'on puisse s'en occuper le plus tôt possible. Et puis après, il y a les sujets d'entrée en Chine, puisque justement, lors de la dernière saison, eh bien, on s'est retrouvé avec une entrée finalement pour les alpinistes vers le 10 mai. C'est-à-dire qu'il y avait justement comme c'était la reprise après Covid, c'était la première fois donc que l'Everest était réouvert donc aux Occidentaux depuis 2019, eh bien, voilà, les demandes de permis ont été faites peut-être un peu tard. Et donc, bah, la plupart des Occidentaux ont dû attendre jusqu'au 10 mai pour entrer, ou 7 mai pour entrer au Tibet, ce qui est évidemment très tard. Donc, ils sont tous acclimatés au Népal cette année. Mais bon, ça donne un peu de complexité quand même à l'approche tibétaine. Voilà les amis, donc pour conclure ce petit exposé, donc ce qu'on peut dire c'est que bon, l'Everest Sud, Népal, bon, il y a un sujet évidemment de trafic indiscutablement. Je pense on a bien passé en revue les sujets techniques. Le permis devrait augmenter, il devrait passer de 11 000 dollars à 15 000 dollars. Bon, les aléas climatiques, évidemment, ça ne concerne pas que le Sud, mais ils ont concerné en fait en tout cas, les expéditions versant sud au printemps là, 2024, puisqu'il s'est passé deux choses. Bon, d'abord, j'en parlais,
l'icefall qui était très compliqué à installer. Et puis, il y a comme une corniche qui s'est effondrée pas loin du Hillary Step, donc très haut, entraînant avec elle une trentaine quand même d'alpinistes qui heureusement étaient sécurisés sur les cordes fixes. Bon, il y a quand même une personne un Anglais qui a disparu. Et on pense que, bon, à la fois, il y a un problème quand même que les guides n'aient pas alertés sur le fait qu'ils étaient un peu nombreux sur cette corniche. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'on pense quand même, c'est que c'est lié justement à un hiver qui a été très sec et qui, du coup, a fragilisé un petit peu la structure de l'itinéraire sur la partie népalaise. Voilà. Bon, mais il n'est pas interdit de penser qu'il se passe la même chose côté tibétain également. Everest Nord, donc le Tibet, on en a parlé, il faut vraiment anticiper les inscriptions. Il y a quelques aléas consulaires, il faut le savoir. Voilà, mais globalement, les conditions d'ascension, si je voulais faire une synthèse aujourd'hui, sont quand même plus favorables sur le Tibet. Bon, maintenant, il y a quelques inconvénients sur le Tibet, notamment, comme on le disait, le fait qu'il n'y ait pas de vol hélico. Mais c'est vrai que c'est une montée qui est peut-être un peu plus directe, un peu plus naturelle. Voilà. Et il y a objectivement, justement, moins de danger objectif. Depuis 1922, si on compte à la fois, enfin, si on compte toutes les saisons, si on compte à la fois le nord et à la fois le sud, il y a eu pas loin de 15 000 permis. Donc, je vous rappelle que les permis, c'est uniquement pour les clients. Les Sherpas n'ont pas besoin de permis. Il y a eu 12 000, près de 13 000 summiteurs, mais là, pour le coup, on parle de clients et de Sherpas. Les clients, c'est 6 195 summiteurs. Donc, ça fait un taux de réussite de 43%. On va voir que ce taux progresse très largement et qu'en fait, pendant de nombreuses années, il était beaucoup plus bas. On imagine assez bien pourquoi. À la fois sur un plan de l'équipement technique, de la météo. Quand on voit le drame de 1996 à l'Everest, confère le film Everest, eh bien évidemment, la météo et les prévisions météo ont beaucoup progressé et les moyens de communication permettant de donner la météo également. Donc on verra que depuis 2000, là c'est depuis 1922, mais depuis 2000, tout ça progresse relativement vite. Un ratio client par Sherpa qui est à peu près de 1, c'est-à-dire en gros, il y a un Sherpa pour un client. Et il y a eu 333 décès, soit 2,6% des personnes qui ont summité, ce qui est relativement faible. C'est l'un des plus faibles sur les 8000. Voilà, et donc ce qu'on voit, c'est que sur ces summiteurs, donc sur ces 6 195 clients, 4 177 sont passés par le sud et 2 000 sont passés par le nord. Il faut savoir aussi que côté permis, la Chine est passée à 150 permis ces dernières années, mais au fin des années 2010, ils étaient plutôt à 300, 400, quand les Népalais, de leur côté, c'était encore relativement faible. Mais là, depuis, ils ont viré leur cutie et ils n'hésitent plus à prendre 600 permis à l'année. Ça, c'était toutes saisons confondues. Donc, il est intéressant de regarder les statistiques printemps, puisque c'est le printemps qui est la saison privilégiée désormais pour l'Everest. Donc, c'est 84% des permis qui ont été donnés depuis 1922 et c'est surtout 97% des summiteurs clients. Donc, je pense qu'on peut dire assez facilement aujourd'hui que c'est quand même la saison privilégiée par rapport à l'automne, évidemment l'hiver et l'été. D'ailleurs, j'ai regardé l'été, en fait, presque 100% des clients qui ont tenté l'été l'ont tenté par la Chine. Voilà. Bon, ça ne fait pas beaucoup de clients, ça ne fait pas beaucoup d'alpinistes. Donc 97% des summiteurs ont summité au printemps avec un taux de réussite voilà, de 49%, 2,1% d'essais. Hors printemps, ça c'est quand même assez spectaculaire. Il y a 311 summiteurs seulement, donc pour 6000 là-haut. Il y a 76 décès. Donc voilà, ça fait 24%. Voilà, donc si vous voulez, depuis 2016
justement. Donc j'ai pris 2016 parce que c'était après 2015 et donc la saison qui s'était arrêtée à cause du tremblement de terre. Donc on a quand même un accroissement du taux de succès, un accroissement du taux d'encadrement, puisqu'on était à peu près à 1. Et là, vous voyez que donc le taux de succès, on est à peu près à 50. Et là, si on regarde sur les 7-8 dernières années, on est à 65% de réussite côté népalais et 75% en moyenne côté tibétain. Donc c'est quand même assez spectaculaire, surtout côté Tibet. Donc, on a une grande masse, effectivement, de permis népalais, mais ça, on le disait tout à l'heure, puisque c'est 3000 pour 700. Tout à l'heure, c'était 2 tiers, un tiers. Là, on est plutôt sur près de 20% tibétain, 80% népalais. Et puis, un ratio client qui était de l'ordre de 1 pour 1, et là, on est 1 pour 1,3, 1,2. Et on voit que la partie, que les décès sont bien moindres côté tibétain. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une maîtrise, une amélioration de toutes les stats, enfin, de tous les ratios côté tibétain sur allez, pour faire simple, sur les 10 dernières années. Bon, c'est vrai aussi qu'ils ont quand même été fermés pendant 4-5 ans, vous me direz. Voilà, depuis 2022, bah, ça confirme à peu près ce qu'on disait, hein. On est à 65% de taux de succès, donc à peu près 2 tiers. Il y a eu très peu de permis côté tibétain puisque c'était fermé jusqu'à cette année. Et le ratio ici tibétain, il est lié à un énorme ratio en 2022. Donc, il ne faut pas trop en tenir compte. Et puis, bon, il n'y a pas eu de décès côté tibétain. Et on voit même que le ratio côté népalais, d'ailleurs, baisse aussi. Donc, plus de sécurité, plus d'encadrement, plus de réussite quand même client. C'est quand même le bilan des 10 dernières années, indiscutablement. Voilà, et puis 2024, donc ça c'est la dernière saison, mais je crois qu'on en a un petit peu parlé. Donc le Népal, le Tibet, pardon, s'est ouvert très tard, donc comme je disais, vers le 7 mai. Donc évidemment, comme tous les alpinistes rentrent en gros au début avril au Népal, soit pour aller au Tibet, soit pour aller pour rester au Népal. Eh bien, la plupart des équipes qui prévoyaient le Tibet, voyant que l'ouverture du pays ne se faisait pas, soit se sont reportées sur le Népal, soit se sont reportées tout simplement à l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, sur les 150 permis qui ont été accordés, il y en a très peu. Ça, c'est vraiment des estimations au doigt mouillé. Mais c'est les infos qu'on a eues de notre partenaire voilà, sur le Tibet. Et donc, ce qu'on voit, bon, bah, c'est que les ratios sont quand même relativement bons, avec un taux d'encadrement côté népalais qui passe même à 1,4. Et puis, il y a eu quand même 8 décès cette année, notamment à cause de personnes qui ont voulu tenter sans oxygène.